Ok, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 37e épisode du Calisthenics Science Podcast. Je suis aujourd'hui avec un invité très spécial, Alexandre Antrobowski. Bienvenue sur l'émission. Bonjour à tous, merci de m'accepter sur cette émission, c'est toujours un honneur. Pour la 37e fois seulement, nous le recevons aujourd'hui pour discuter des dips, tout sur les dips. Il faut savoir qu'il y a 2 semaines, on avait fait le même épisode sur la traction, donc ça va être exactement le même format. Ce nouveau format, on va traiter des dips ou de n'importe quel autre mouvement dans tous les sens. Donc, on va parler aujourd'hui de technique, de dips ST, de progression pour les dips si vous débutez, de comment les programmer, que ce soit pour l'hypertrophie ou pour la force. Donc, vous allez choper un cerveau énorme parce qu'on va vous balancer énormément de contenu. On espère que ça va vous régaler. Installez-vous confortablement parce qu'on part là certainement pour environ 1 heure. Bonjour Alexandre. On va se régaler aujourd'hui, n'est-ce pas? Bien sûr. Avant de commencer, on va vous parler des dips, de notre actualité en dips en ce moment. On vient d'en parler un petit peu en off. Et du coup, c'est un peu la reprise, parce que si vous nous suivez sur les réseaux, vous avez peut-être pu voir que Morgan me partageait des dips après des années de tennis. Je tennise toujours, mais ouais, j'ai repartagé une story de dips hier et bizarrement, j'ai pas perdu en niveau en dips. Voire même dans les prochaines semaines, je pense même pouvoir retaper les PR parce que j'avais maintenu ma force de pousser avec du développé militaire notamment. Et apparemment, ça a correctement maintenu mes dips, alors même que j'ai un petit peu perdu en poids. Donc ça va être prometteur dans les semaines à venir. Tandis que Alexandre a rentré un PR, n'est-ce pas? Yes. C'était un PR ou c'était une confirmation du C'était coup? un PR niveau de la forme. Donc voilà, j'ai passé enfin le fameux cap des 100 et on va dire facilement parce que j'avais déjà eu des 100 avec une forme très dégueulasse RPE 10 en étant monté au-dessus il y a à peu près 1 an. Et cette année-ci, j'avais eu plusieurs fois la force pour taper les 100 parce que dans mes programmes et tout, ça se passait bien. Et chaque fois qu'on devait faire, j'avais testé une fois en décharge, c'était pas passé. J'avais testé une fois à la compétition en étant vraiment très fatigué. Les 95 étaient passés très facilement, mais les 100 n'étaient pas passés. Et là, j'étais censé soulever un peu plus léger dans ma progra. Ici, je fais juste des singles pour maintenir la force, car je suis en cycle plutôt de skill actuellement. Mais je me sentais bien, j'avais pas mal la patate, c'était ma semaine 1. Puis il y avait un peu d'émulation, j'étais avec un de mes clients justement à la salle. On était là, on était chaud et du coup on s'était dit allez, c'est le temps de valider le dips, hein, la barre à 80 elles sont super bien passées. J'ai mis 100 et donc assez bien passé techniquement, assez clean. Et peut-être un RPE 9, hein, j'avais peut-être un petit peu de marge, un peu dur quand même, un peu lent mais très très bien. Donc voilà, petit cap officiel. Et ouais, c'est encourageant pour la suite parce que on va préparer ça un peu plus assidûment. Après ce cycle de skill, je vais attaquer une petite progra spécifique en street lifting et on va essayer d'aller passer, de monter un peu cette barre des 100. Et donc voilà, c'est là notre petite actualité en dips pour aborder cet épisode. Alors moi, pour ma part, mon père en dips, c'est de 80 kilos. Je les ai retentés hier, je les ai ratés. De peu, je pense, pour les récupérer bientôt. Et du coup, je pense à rentrer sur de nouveaux territoires très prochainement. Vous verrez ça en story. Évidemment, on souhaite aller choper bien plus que 4 biscuits, même si je suis déjà content de mon 4 biscuits en dips. Mais le 5 biscuits, le cap des 100, il est carrément atteignable parce que pour rappel, je suis même plus lourd qu'Alexandre. Je fais 85 kilos en ce moment, 84 ce matin plutôt. Et encore, je perds du poids en ce moment, mais par rapport à mon poids de corps, je devrais dipser bien plus. Par rapport à mon squat et mes autres lifts, j'ai un petit retard en dips. Mais on va rattraper ça, on va se régaler. Alors, dans le sommaire qu'on s'est fait, notre cher Alexandre nous a d'abord marqué dips prérequis. Moi, j'aimerais plutôt commencer par définir ce qu'est un dips. Qu'est-ce qu'un dips, Alexandre? Ou plutôt, que sont les dips, si on considère qu'il y a plusieurs variantes. Donc pour résumer un dips, on est en général sur des barres parallèles. C'est un exercice qui s'effectue sur des barres parallèles. Il peut s'effectuer aussi sur des chaises ou même parfois on a des variantes où on a les pieds supportés au sol. Bon, c'est pas un exercice extrêmement intéressant pour ma part, je trouve, pour les triceps souvent. Mais bon. Et donc
Donc, c'est une flexion de bras. Donc, on doit descendre avec les épaules par rapport à l'avant-bras qui va rester vertical. Les épaules vont descendre en dessous du coude, en théorie. Ça, c'est pour avoir un critère d'exécution réussi. Avec tout le poids du corps qui descend et normalement la hanche et les pieds qui descendent également. Pour avoir de nouveau un des critères d'exécution. On pourra parler des critères aussi dans la technique ou même déjà maintenant pour définir le dips. Et ensuite, il y a une remontée qui se fait avec une extension des bras. Donc c'est une petite flexion des bras, puis une extension des bras. Pour revenir en position supportée, avec les deux bras tendus, pour finir le mouvement. On peut l'effectuer avec de la charge lestée, donc pour complexifier le mouvement. Parce que là, on parle de prérequis, mais je pense que la plupart de nos auditeurs ici savent faire un dips. Et c'est vrai que je l'ai mis en prérequis, mais parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de personnes, même si, qui arrivent plus facilement à faire des dips et plus difficilement à faire des tractions. Donc souvent, la traction est parfois un blocage. Il faut parfois beaucoup de temps, beaucoup d'entraînement avant de réussir à faire une traction, tandis que les dips, même si c'est un mouvement assez complexe, est quand même plus accessible, j'ai l'impression. Donc, Alors il moi, faut surtout ce dont je voulais parler, et ce que tu as omis, parce que tu étais en mode tunnel vision, c'est que les dips, ça peut se faire sur des anneaux aussi, Ah, bien vu, ouais. ce qui nous mène au muscle-up aux anneaux. Et on peut également inclure dans cette discussion le dips sur À une la barre barre, droite, qui est ouais, le bien vu. dips qu'on fait en haut d'un muscle-up. C'est vrai, c'est vrai. Ça, on en reparlera peut-être dans la rubrique technique, mais voilà, le dips, ça peut se faire grosso modo sur 3 types d'équipements, une barre droite, donc type barre de traction, des anneaux de gymnastique, ou alors les barres parallèles qui sont l'équipement qu'on utilise le plus souvent. Alors, d'accord, bon, maintenant qu'on sait ce que c'est un dips, à quoi ça sert de faire des dips, surtout dans le milieu de la calisthénie, Alexandre? Bah donc le dips, il peut servir pour se muscler, hein. Donc le dips, il va travailler principalement les pectoraux, les triceps, le deltoïde antérieur. C'est vraiment les trois muscles principaux du mouvement. Et on peut l'utiliser pour se renforcer, se muscler, devenir un peu plus fort. Et en même temps, c'est aussi l'exercice phare du street lifting de compétition, de pousser. Donc là, pour ceux qui veulent vraiment soulever de belles charges, c'est un exercice de choix. Donc assez accessible, hein. Donc il suffit d'une ceinture, du bon setup. Et donc c'est vraiment un peu le bench press du calisthenics aussi, qu'on peut appeler ça. On le considère parfois comme une poussée horizontale ou une poussée verticale dans le temps, mais maintenant je pense que la plupart des gens s'accorderont pour dire que c'est plutôt une poussée horizontale, contrairement à ce qu'on pouvait dire, parce qu'on poussait vers le bas et on se disait que ça travaillait plus la verticalité, mais sachant que ça engage principalement les pectoraux quand même, ce sera souvent le facteur limitant, ça on pourra peut-être le mentionner plus tard, ou les triceps plus que les épaules, ou ça dépendra des gens, évidemment. Oui, parce que si on catégorise, les mouvements en fonction de leur plan de travail, donc on mettrait traction en tirage vertical, rowing en tirage horizontal, et pour la poussée, c'est un peu plus compliqué. Bon, on mettrait les développés militaires, les handstand push-up et autres variantes en poussée verticale, puisqu'on pousse au-dessus de la tête. On mettrait les pompes, les variantes de pompes en planche, le développé couché en poussée horizontale, pardon. Là, on est tous d'accord. Et pour les dips, oui, comme disait Alexandre, avant, il y avait plutôt la culture de dire que c'était un mouvement de poussée verticale. Sauf que, comme a dit Alexandre, en termes de myologie, en termes d'activation musculaire, c'est bien plus proche de ce qu'on aurait sur un développé couché ou sur une pompe. Parce qu'en fait, le dips, c'est même assez proche de ce qu'on aurait sur un développé décliné. Et ça, théoriquement, assez peu de transfert peut-être sur une poussée verticale. Par contre, c'est plus proche d'une poussée horizontale. Donc, je pense que maintenant, la plupart des gens un peu malins sont d'accord pour dire que c'est davantage une poussée horizontale. Même si c'est pas tout à fait exact. C'est pas tout à fait la même chose qu'une poussée horizontale. Ça se rapproche plus d'une poussée horizontale que d'une poussée verticale. Et également, une autre terminologie, il y a aussi quelque chose qui se dit fréquemment, c'est qu'on entend parfois que le dips, c'est le squat du haut du corps. Bon, j'irai pas jusqu'à là, parce que ce qui est bien avec le squat, c'est que ça fait en fait tout sauf les ischios.
D'ailleurs, j'ai une vidéo qui s'appelle « Non, le squat ne travaille pas les ischio-radiaux ». Le squat, ça fait les quadriceps. Hop, petit problème d'image. Tu m'entends encore? Ouais, nickel. Let's go. On t'a perdu 2-3 Putain, secondes. la webcam qui me joue les tours. Oui, donc alors que le squat, c'est un mouvement de quadriceps, parce qu'il y a l'extension de genou, c'est un mouvement de grand fessier, parce qu'il y a l'extension des hanches. Il y a également les érecteurs du rachis, donc si vous voulez, bon, on va simplifier les lombaires, qui jouent un rôle énorme. Je dirais que le dips n'est pas aussi complet, parce que le dips travaille principalement 3 groupes musculaires, triceps, pec et deltoïde antérieur. On pourrait ajouter le dentelé antérieur aussi, mais le squat pour le haut du corps est moins complet que ce que le squat apporte pour le bas du corps. Donc, je ne suis pas très d'accord avec l'appellation comme le dips, ce serait le squat du haut du corps, mais ça reste un mouvement de poussée quand même important, assez complet, donc assez bénéfique pour l'hypertrophie, parce que ça vous fait gagner vachement de temps de faire des dips, parce que pour la même stimulation, il faudrait passer par des mouvements d'isolation des pecs, des triceps et des épaules. Ah ouais. Un truc que on pourrait rajouter aussi, c'est que certains vont le catégoriser uniquement dans les exercices de triceps. Donc parfois, quand le dips, vous l'utilisez avec déjà une certaine fatigue, etc., et que vous pouvez parfois l'incorporer uniquement comme un exercice sollicitant les triceps. Maintenant, voilà, il va toujours travailler les 2 autres muscles, hein, mais certains le catégorisent aussi dans cette catégorie et il peut s'utiliser dans cette catégorie dans des programmations. Après, ça dépend, oui, de ce que vous avez fait avant, en termes d'entre guillemets de frais fatigue. J'aime pas trop le terme, mais vous captez l'idée. Et regardez, si vous y pensez de la sorte, quel est l'écart de perf que vous avez entre vos dips et vos extensions triceps le long du corps à la poulie haute? En fait, il y a 0 moyen pour que les dips sollicitent uniquement les triceps. Donc ça, c'est un peu une vision de bodybuilder. Bon, j'espère qu'ils savent quand même que c'est un mouvement peu articulaire. Mais il y a quand même une grosse implication des grands pectoraux et du deltoïde antérieur, parce que en fait, sinon, comment dire, si c'était un mouvement purement de triceps ou vraiment principalement de triceps, il n'y aurait pas autant d'écart de charge absolue soulevée entre les triceps extension et vos dips. Mais ça reste un exercice d'hypertrophie tout à fait OK pour les triceps, pour la majorité des gens, en tous les cas. Mais voilà. Carrément. Ok. Technique, rubrique technique. Alors, hop, je me jette dessus. Alors, technique en dips. Moi, personnellement, lorsque, entre guillemets, j'enseigne, je coach les dips à quelqu'un, j'ai tendance à lui donner assez peu d'indications au début, simplement pour que la personne commence à sentir les choses et à étudier par eux-mêmes le placement idéal de leur scapula, leur trajectoire idéale, à quel point il faut s'avancer vers l'avant ou à quel point, à l'inverse, ils vont peut-être chercher à rester plus vertical. Donc, moi, j'ai tendance à lancer les gens au dips et à simplement leur demander un minimum d'amplitude. Donc, pour des débutants, pas spécialement l'épaule qui descend en dessous du coude, si c'est une des premières fois qu'ils font des dips, mais idéalement quand même se rapprocher, donc jusqu'à avoir l'humérus, donc l'os du bras à la parallèle. J'aime bien laisser les gens découvrir un petit peu comment placer eux-mêmes leur scapula, et après quelques séries, je leur demande le ressenti, je leur donne une correction ou 2, et j'aime bien les faire, découvrir quel est le ressenti qu'ils devraient chercher à avoir pour être confortable sur les dips. Il y a plusieurs écoles sur les dips, je dirais, et selon ce qu'on veut accomplir, ça peut être différent. Alors, une recommandation un petit peu générale d'un point de vue sécurité et confort, ce serait de resserrer les scapulas, les abaisser, un peu comme ce qu'on ferait sur un développé couché, pour créer de l'espace pour vos épaules, en fait. On ne va pas rentrer dans les détails, et tous les deux, on n'est pas kinésithérapeute, mais pour réduire le risque de impingement, comme ils disent en anglais, c'est-à-dire on va chercher à créer un maximum de place pour pas que la tête de l'humérus vienne pincer différents tendons en dessous de l'acromion. Donc grosso modo, c'est une recommandation safe. Et après, à mesure que vous devenez de plus en plus avancé au dips et que vous êtes à l'aise, que vous trouvez votre trajectoire, que vous trouvez votre placement, eh bien, à l'inverse, on va chercher à ne pas spécialement forcer la rétraction et l'abaissement des scapulas. L'abaissement, toujours un peu, mais c'est surtout sur la rétraction que ça va se jouer. Parce qu'à l'inverse, si on force vraiment la rétraction des scapulas,
On va commencer par pré-étirer les pectoraux, et les pectoraux sont déjà suffisamment étirés au dips, et en fait, ça risque de nous rendre moins forts, parce que du coup, en étant trop étirés, les pectoraux ne sont plus dans la relation tension-longueur idéale, et à l'inverse, chez les dipseurs expérimentés, ils ont tendance, bon, pas spécialement à partir dans une protraction extrême, mais du moins à maintenir un placement des scapulas neutres en termes de protraction ou rétraction, au lieu de forcer vraiment une grande rétraction. Pour des débutants, je recommanderais quand même, enfin pour tout le monde, de l'abaissement, et surtout pour les débutants, de la rétraction, pour sentir comment dire, qu'on a de la place dans nos épaules et avoir un dips entre guillemets confortable. Et après, pour les avancées, et d'ailleurs les gens le sentent par eux-mêmes, souvent c'est bien de quand même mettre de la tension d'une légère protraction, parce que de toute façon, en position basse, votre corps va chercher à être en rétraction. C'est un peu compliqué à expliquer, c'est plutôt quelque chose qu'il faut ressentir. Est-ce que tu as des choses à compléter là-dessus, Alexandre? Euh, Si et on ouais, parle je te juste du rejoins sur placement des certains scapulas. trucs et certains points où je suis un peu moins d'accord. Pour les débutants, j'aime bien le fait que tu les laisses expérimenter par eux-mêmes. Je trouve ça assez intéressant. Maintenant, il y a des choses où on pourra vite intervenir. Souvent, ça sera la position des jambes. Donc, un débutant va souvent vouloir même croiser ses jambes derrière. Et du coup, il va avoir une position de départ déjà oblique, on va dire. Donc, il aura ses épaules un peu en avant et ses jambes en arrière. Ça serait bien d'intervenir directement pour essayer de le verticaliser. Donc même déjà d'avoir les jambes tendues dès le début du mouvement. Maintenant, clairement, on peut le laisser expérimenter au niveau de l'amplitude. Donc souvent, les débutants qui seront assez forts euh, arriveront facilement à descendre et à corriger leur amplitude d'eux-mêmes. Donc au début, ils auront peut-être un peu peur parce qu'ils vont pas avoir beaucoup d'habitude sur le mouvement, mais après, ils vont voir qu'ils savent descendre, qu'ils savent monter. Les omoplates, au début, ouais, c'est clair qu'ils vont souvent partir en ouverture, hein, naturellement. Ils vont s'ouvrir un peu, ils vont rétracter. La fermeture, c'est parfois un peu moins intuitif. Mais certains vont, avec un peu plus d'expérience, ils vont naturellement l'utiliser. Clairement, il faudra insister sur la dépression. Donc, c'est vraiment sur le fait d'abaisser les omoplates. Donc, ça, c'est vraiment un point universel. Je pense que dans toutes les techniques de dips, indispensable pour éviter la blessure et plus de force, plus de stabilité aussi dans le dips. Donc, ça sera vraiment un point important à travailler. Ça, même chez les débutants, si on voit qu'ils ont tendance directement à avoir leurs épaules près des oreilles, là, on peut essayer d'intervenir. Surtout que souvent, ils vont ressentir une petite gêne. Puis, donc, ça sera intéressant d'intervenir là-dessus. Et maintenant, pour l'ouverture, enfin, pour le fait d'avoir des dips en rétraction, avec une rétraction légère ou une position neutre, je pense qu'au poids du corps, c'est pertinent donc, de laisser cette position. Maintenant, dès qu'on va chercher à mettre un peu de charge, je pense qu'il faudra essayer de justement aller directement insister sur la protraction, pas extrême, mais une petite protraction, d'être déjà fermé, d'avoir déjà ce sternum rentré, ces pectoraux un petit peu plus engagés, parce qu'on aura vite tendance à vouloir les ouvrir, hein, donc parce que le mouvement est difficile, et, euh, et à terme, ça sera super important de réussir à conserver cette fermeture. Donc on peut distinguer aussi deux écoles. Enfin, on a pu voir un peu l'évolution du dips au fur et à mesure des années ici dans les compétitions ou dans la technique. À un moment, il n'y avait pas vraiment de technique, hein. Tout le monde faisait des dips comme il le voulait. Donc parfois, on voyait des mecs qui étaient directement avec les pecs un peu ouverts, les épaules, les omoplates bien serrées, parce qu'ils se disaient que c'est comme un bench. Donc ils ouvraient, ils gardaient leurs omoplates bien serrées et ils descendaient. Ce qui marche quand même très bien si on est fort. Ensuite, on a vu des mecs qui ouvraient, enfin qui fermaient dès le début. Donc là, ils ont compris qu'il fallait protracter un peu, fermer un petit peu plus, garder leur pec engagé. Et puis dès qu'ils arrivaient en bas, boum, ils ouvraient. Donc les Français ont fait ça pendant longtemps quand même. Et puis dans les pays de l'Est, on a vu des mecs qui fermaient, ils descendaient en bas et puis gardaient la fermeture au maximum. Bon, avec des charges extrêmes, on n'arrive pas à la garder, donc ils ouvrent. Mais ils s'entraînaient à garder cette fermeture. Et ben, inévitablement, parfois, ils ouvraient, quoi. Et en fait, le problème souvent, c'était ça, on dira plus tard, hein, ça sera la position des poids.
ça va être aussi un des facteurs importants de rester en fermeture ou non, c'est d'avoir une trajectoire très optimale des poids en bas du mouvement et, euh, et donc de ne pas perdre aussi certaines activations musculaires. Donc clairement, ouais, c'est encore un débat en cours hein, de garder la fermeture ou l'ouverture, mais d'expérience, le maximum du temps, ça sera essayer de garder cette position fermée, en tout cas sur la descente, ça c'est clair et net, avec de la charge. Donc là, on va parler de dips lestés. Donc au poids du corps, il y aura des variantes, surtout avec l'hypertrophie, ça on pourra le voir aussi par la suite. Donc voilà. Alors, pourquoi faire les dips lestés? Bon, déjà, si vous êtes un streetlifter, c'est parce que c'est un des mouvements de compétition. Mais ensuite, pourquoi faire les dips lestés, que ce soit pour l'hypertrophie ou pour complémenter votre entraînement de force? C'est parce que c'est assez simple de les surcharger les dips en Attends, fait. je sais pas si tu voulais qu'on pourrait encore discuter un peu de technique. Je sais pas si D'un point de vue technique, moi j'ai encore 2-3 trucs à ajouter, peut-être. Ok, d'accord, on parlera de dips lestés ensuite. Alors moi, je voulais parler du placement des scapulas, je l'ai déjà parlé. Je dirais que, bon là, sans parler lesté, mais je dirais que il y a un truc qui m'agace un peu, c'est les gens qui disent ah, pour faire les triceps au dips, restez verticaux. Ah, pour faire les pecs au dips, inclinez-vous à fond. C'est vrai que subjectivement, en termes de ressenti musculaire, on a tendance à sentir un petit peu plus les pectoraux lorsqu'on force l'inclinaison vers l'avant, comme ça on est plutôt sur un mouvement d'adduction horizontale et de flexion d'épaule, qui sont des fonctions du grand pectoral. Et à l'inverse, si on reste un petit peu plus vertical, il y aura un petit peu plus de mouvement au niveau du coude et un petit peu moins au niveau de l'articulation de l'épaule, ce qui fait qu'on aura un mouvement légèrement plus dominant triceps brachio. Sauf que moi, je préfère ne pas faire la distinction et simplement recommander aux gens d'opter pour la technique et la trajectoire qu'ils trouvent le plus agréable possible parce que dans tous les cas, il y a zéro moyen que vous réussissiez un dips si vous n'activez pas vos triceps et il y a zéro moyen que vous réussissiez un dips si vous n'activez pas vos pectoraux en fait. Parce que, comment dire, au vu des charges qui sont soulevées et au vu même de la mécanique du mouvement qui est très particulière, c'est-à-dire que les triceps vont avoir un rôle croissant et croissant à mesure que vous arrivez sur la fin de la phase concentrique, donc que vous arrivez vers le verrouillage, et inversement pour les pectoraux en bas. Même si vous avez une morphologie et que vous optez pour une technique qui favorise plutôt le recrutement des pectoraux sur les dips, il y a zéro moyen que vos triceps soient en train de dormir également. Du coup, je ne recommande pas d'opter pour une technique spécifique pour cibler plutôt les pecs ou plutôt les triceps. Je recommande aux gens de prendre juste la technique avec lesquelles ils sont le plus à l'aise pour pouvoir la surcharger fortement parce que dans tous les cas, ils auront une stimulation peut-être pas optimale, mais correcte des deux groupes musculaires. Et si vous voulez précisément cibler vos pecs ou vos triceps, eh bien, vous rajoutez un exercice d'isolation pour le groupe musculaire de votre choix après vos dips. Surtout que c'est dur de traquer parce que, comment dire, il y a une infinité de variantes entre le dips à forte inclinaison vers l'avant pour les pectoraux et le dips extrêmement vertical pour théoriquement les triceps. Et du coup, d'une séance sur l'autre, si vous altérez légèrement votre technique, peut-être que la semaine passée, vous étiez très vertical pour faire un dips très triceps sur le papier, et que la semaine suivante, vous allez vous pencher un petit peu plus vers l'avant, et vous allez être plus fort, vous allez mieux vous sentir, vous allez croire que vous avez progressé, alors qu'en fait, vous avez juste utilisé une technique sur laquelle vous étiez la plus à l'aise, et mécaniquement un peu supérieure. Donc, je trouve que c'est un peu une prise de tête pour rien, que c'est dur à traquer. Donc, je recommande juste aux gens de prendre une variante, une technique d'exécution sur laquelle ils sont à l'aise articulairement et qui peuvent surcharger sur la durée au cours des séances. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, surtout ici, si on parle d'un dips pour soulever lourd, donc souvent, ça va être un point important. Beaucoup de gens veulent soulever lourd en dips, donc on va chercher à utiliser la technique optimale pour soulever le plus lourd possible. Et donc, si on veut aller peut-être catégoriser un peu cette technique, donc là, on peut le décrire un peu plus chronologiquement. Donc, j'avais fait une bonne vidéo sur le dips il y a quelques temps. Je vous invite à aller la voir. Excellente vidéo. Donc, j'essaie de faire la petite chronologie. Donc là, on va parler d'un dips lesté pour soulever lourd. On parlera peut-être d'un dips pour l'hypertrophie par la suite.
Donc, voilà, en général, on va se placer avec les mains sur les barres, c'est bien, ou si on fait un dip sur les barres parallèles. La largeur, ça va dépendre un peu de vous. Ça va dépendre aussi de si vous êtes quelqu'un de symétrique, ce qui est mieux. Parce que parfois, on voit quand même des personnes qui vont dipser un peu plus du côté de leur bras gauche, leur bras droit. Et parfois, tout simplement pour réduire un peu ce défaut, c'est de prendre un peu plus serré ou plus large. Ça va dépendre aussi de vous. Donc, de nouveau, il faut prendre la prise qui va vous permettre de soulever le plus lourd. Ça dépend aussi de votre envergure, hein, de votre largeur d'épaule. Il y a beaucoup de facteurs. Parfois, il y a des mecs qui sont pas très larges, mais ils prennent bien large et ils sont plus forts comme ça. Et d'autres, à l'inverse, un peu plus serrés. De nouveau, je pense que ça va être aussi un peu en fonction de vos points forts, triceps, pec, épaules. Il y aura beaucoup de choses là-dedans. Inclinaison, elle sera quand même très fondamentale, hein, vraiment pour garder cette fermeture au niveau des pecs. Donc, forcément, vous allez devoir vous incliner. Ce qu'il faut être attentif, c'est réussir à placer ses hanches directement dans son centre de gravité, donc entre ses bras, pas trop les laisser en arrière, ce qui risque de vous faire garder les hanches trop hautes et de faire un no-rep pour le coup. Donc souvent, ce qu'on peut voir, c'est que des mecs vont garder leurs hanches en place, ils vont descendre juste les épaules en dessous des coudes, et puis ils vont remonter, et on va voir que les hanches restent au-dessus des barres parallèles. Donc finalement, il n'y a que le haut du corps qui s'incline. Ça permet de soulever lourd peut-être, mais en attendant, c'est nos reps. Du coup, il faut laisser les hanches descendre. Et puis même pour le développement optimal de la force, c'est quand même bien de soulever, d'avoir quand même les membres qui portent le poids et pas juste porter une fraction de ce poids, de cette charge. Donc ça, avec les bras de levier, il faut quand même que le muscle le soulève et que la mécanique la soulève aussi, quoi. Ensuite, ben, on va essayer de conserver cette fermeture. Idéalement, contrôler la descente, hein. Souvent, ce qu'on voit, c'est que des gens descendent trop vite et donc ben, ratent leur rep en bas. Un point important aussi, ça va être quand on fait du dips lacé, c'est d'optimiser la trajectoire du poids. Donc, on va chercher pendant tout le dips à avoir un poids qui va être le plus vertical possible et qui va avoir le moins de mouvements antérieurs ou postérieurs possible aussi. Donc, souvent, ce qui se passe quand on rate une rep, c'est que le poids descend, va trop en avant ou qu'il balance trop, ou qu'on rate une rep que notre technique sera moins efficace. Donc, il faudra chercher à avoir le poids le plus vertical possible. Une bonne manière de faire, c'est souvent d'avoir le poids le plus bas possible, en fait. C'est d'avoir le poids presque entre les pieds ou entre les deux mollets. Donc, parfois, certains sont plus à l'aise à l'avoir un peu plus au niveau des cuisses. Mais d'expérience, si vous l'avez au niveau des cuisses, essayez de le mettre quelques temps au niveau des mollets ou des pieds. Et vous sentirez que vous allez avoir plus facile à garder cette trajectoire. Donc, on va avoir les hanches bien basses pour pouvoir regarder cette trajectoire, contrôler les descentes. En bas, donc on va garder la fermeture tout le mouvement. Et en bas du mouvement, on va essayer de, dès le début, conserver cette fermeture. Parfois, certains ouvrent directement. Et ce qui se passe quand on ouvre, c'est qu'on perd l'engagement des pectoraux. Donc là, on a l'impression que nos pecs lâchent et qu'on ne pousse plus qu'avec les triceps, que le poids bascule. Certes, les pectoraux seront peut-être étirés, donc vous allez quand même le ressentir, mais ils seront en général moins forts. Donc c'est pour ça qu'il faudra essayer de les garder serrés. En fait, c'est comme un muscle étiré, et parfois trop étiré, et donc va générer un peu moins de force que quand il est bien contracté à son relation tension-longueur optimale. Pour le dips, je pense qu'il faudrait vérifier avec plus d'études ou des EMG que la contraction du pectoral est quand même plus intéressante quand on reste en fermeture. Et donc là, on peut permettre de générer plus de force. Si c'est pas plus de force, ça sera plus de stabilité car les pectoraux et épaules, triceps seront plus synergiques aussi. Et puis de nouveau, si on reste en fermeture, le poids ne se balancera pas trop en avant ou en arrière. Et donc, vous allez plus facilement le remonter verticalement. Et à partir de ce moment-là, si vous gardez la fermeture au début du mouvement, ce qui va vous aider à bien monter le poids verticalement, là, il faudra quand même avoir une certaine activation des dorsaux. Ça parce qu'on va essayer de faire une sorte d'extension d'épaule pour amener le poids vers l'arrière. Et si vous arrivez à ressentir même un peu l'activation de vos dorsaux pendant la montée du dips, c'est un bon point. Et, euh, et là, vous allez peut-être pouvoir ouvrir un peu plus sur la fin du mouvement, ça dépendra des gens. À partir du moment où le poids est bien engagé vers le haut, là, l'ouverture peut être intéressante.
Et parfois, ce sera inévitable aussi, parce que, qu'on le veuille ou non, à partir de charge quasiment maximale pour soi, l'ouverture est presque impossible, inévitable. Et parfois, on voit l'ellipse trop lourd, on voit que la personne ouvre en bas directement, le poids qui se balance, et bah, c'est d'une rep aussi. Et puis, bah, vous allez pas voir, ou un grinder où vous ouvrez trop vite, bah, vous voyez que tout va dans les triceps, les jambes qui vont vers l'arrière. Donc ça va être un point aussi important sur la montée, c'est d'éviter complètement d'avoir les jambes vers l'arrière. Hein, on voit souvent. Et même si vous avez l'impression que parfois ça vous aide pas du tout en général. La position de la tête aussi, donc c'est de garder une tête assez neutre, un regard assez fixe, pas faire la vague de dauphin. Je pense qu'on a pu voir beaucoup de personnes aussi faire ça. Hein, donc on descend, on regarde vers le bas et puis boum, on envoie la tête vers l'arrière. Et puis même vous-même, parfois vous allez sentir, parfois ça génère aussi des blessures. Donc dans la mesure du possible, essayez de garder la tête fermée. Maintenant, avec certaines charges ou quoi, ben, parfois il faudra quand même chercher un peu certaines compensations pour vous aider. Mais c'est quand même bien, même si vous la balancez vers l'arrière, de garder aussi un regard assez fixe. Euh, la plupart du temps. Donc voilà, maintenant c'est des recommandations un peu techniques pour optimiser, assez générales, parce qu'il y a toujours une petite part d'individualisation. Hein. Parfois certaines personnes auront besoin de peut-être ouvrir directement, voir si ça marche mieux pour eux, de garder la tête hyper basse. À l'inverse, peut-être un peu plus haut, de prendre un peu plus large, un peu moins large, d'avoir la ceinture plus haut, moins haute. Voilà, c'est plein de petites choses. Parfois, c'est pas blanc ou noir pour tout le monde, mais donc voilà, c'est peut-être la technique pour le dips ST. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Alors non, c'était assez complet. Après, pour comment dire, le streetlifting, c'est encore un sport assez jeune, et du coup, je trouve que même dans le milieu, il manque d'explications claires sur la notion de il faut descendre les hanches d'une certaine distance lorsque on réalise le dips, parce que blablabla sur le changement de la phase excentrique à concentrique, si on fait une flexion de hanche assez agressive, ça va faire que le poids ne va pas descendre, donc qui va nous entraîner, mais plus tard. C'est un peu le même concept de quand sur les tractions, à partir de la moitié de la phase concentrique, on met un petit coup de flexion de hanche pour momentanément faire bouger le poids pour que une milliseconde, on le porte plus autant parce qu'il tirera plus directement vers le bas, mais on mettra un petit coup d'élan vers l'avant, l'arrière. Enfin, c'est encore des concepts biomécaniques qu'on a encore du mal à expliquer. C'est pour ça que Ouais. moi, j'ai pas parlé de ça. J'ai pas parlé de ça dans mon analyse technique. C'est parce que je trouve que c'est encore flou et que j'ai pas trouvé un moyen clair de l'expliquer. Donc je préfère fermer ma gueule sur ça parce que j'aurais pas d'explication détaillée et irréprochable sur en quoi le fait de garder les hanches hautes rend le dips vraiment plus dur. Enfin, c'est quelque chose qu'on observe, mais même les organisateurs qui fixent les règles ont du mal à nous expliquer pourquoi. Ouais, Donc, je préférais pas en parler. après, principalement, c'est pour respecter le lift de compétition, quoi, parce qu'ils obligent en général dans les compétitions à avoir les hanches qui descendent en dessous des barres parallèles. Si on se base uniquement sur ce critère, donc voilà, il faut respecter l'exercice. Et c'est comme par exemple, on pourrait prendre une analogie avec le bench et le pontage. Voilà, on peut ponter énormément en bench pour réduire le bras de levier et soulever le plus lourd possible. Mais il faut quand même garder le bassin sur le banc. Donc c'est un peu la même chose, quoi. Mais voilà, là c'est peut-être plus prouvé biomécaniquement, etc. C'est différent, c'est un peu différent, mais voilà, c'est juste pour respecter le, le livre de compétition. Et c'est vrai que c'est aussi un sport jeune et ça se trouve, on va avoir beaucoup de changements. D'ailleurs, ben là, je vous ai dit, ça a pas mal évolué dans ce sens-là. Même par exemple, on peut voir le champion du monde, hein, Mathieu Zlat, qui faisait fermeture-ouverture et maintenant il fait fermeture-fermeture. Quoi. Il a changé son avis là-dessus. Et voilà, parfois s'inspirer des records du monde en général, c'est aussi assez parlant pour voir la meilleure technique. Quoi. Ok, on passe ensuite dips ST. Alors, on y revient. Pourquoi faire les dips ST? Parce que si vous êtes un street lifter, c'est votre lift de compétition. Après, on pourrait même faire la distinction entre le single, donc
lorsqu'il s'agit de faire une seule répétition, et parfois des concours entre guillemets d'endurance qui sont souvent un maximum de reps à faire ça peut être 48 kg, ça peut être 32, ça dépend des compétitions franchement. Souvent c'est 48. Donc on peut distinguer ça dans le strifting. Après pour l'hypertrophie, c'est parce que les dips lestés c'est assez simple à surcharger, puisqu'on peut rajouter des tout petits incréments de poids, comme ça on peut sélectionner la fourchette de répétition sur laquelle on veut être challengé assez simplement. Et après, comment dire, secondairement, sur le long terme, ça peut même être un exercice accessoire pour vos mouvements de force, parce que sur la durée, gagner en muscle sur vos pectoraux, vos triceps, vos épaules, ça va vous aider à être un poil plus fort sur votre bench, sur votre planche, sur vos HSPU. Donc c'est un travail de fond aussi. Le fait de faire des dips lestés via l'hypertrophie, ça aura potentiellement un transfert. Bon, ça, on en parle toujours sur le podcast. Mais je dirais, ceux qui sont le plus obligés de faire des dips lestés, c'est les streetlifters, évidemment. Après, ça reste un excellent exercice d'hypertrophie. Mais si vous avez des objectifs de planche ou de handstand push-up, par exemple, les dips ne sont pas du tout obligatoires. Ça peut être un ajout, ça peut être pour mettre de la variété dans vos entraînements. Sur une année d'entraînement, faire 2-3 mésocycles avec des dips. Mais les dips lestés ne vont pas être obligatoires. De toute façon, il n'y a aucun lift qui sont obligatoires, à moins que vous soyez powerlifter ou streetlifter. Les dips ne seront pas l'exercice miracle pour vos HSPU ou votre planche, même si c'est parfois sage de les incorporer. Bon, on a parlé un petit peu de la technique pour les dips lestés sur le placement du poids, le choix de la ceinture. Le choix de la ceinture, c'est important, je pense, parce que il y a plusieurs choses en fait. Il y a l'épaisseur de la ceinture, ça c'est important. Il y a la largeur de la ceinture, c'est-à-dire la surface, on va dire la hauteur que ça prend sur votre poids du dos, aussi qui est important pour le confort. Et aussi la rigidité de la ceinture. Anecdotiquement, moi je me sens plus à l'aise avec des ceintures plutôt rigides, comme une Rogue par exemple, qu'avec des ceintures en tissu légèrement élastique. Et également, donc ça c'est pour la partie vraiment de la ceinture. Et ce qui va être important ensuite, ça va être la chaîne que vous avez en termes de solidité, parce qu'on connaît très bien les ceintures Décathlon, les œils Décathlon, qui pètent au bout de 70-80 kg environ, après selon le degré d'usure. Donc, on cherche à avoir une chaîne solide, une chaîne longue, des mousquetons solides aussi, et quelque chose qui se fait beaucoup depuis peut-être 4 ans, 5 ans, c'est le fait d'utiliser une corde plutôt que d'utiliser une chaîne. Et ça permet un petit peu plus de liberté au niveau du setup, déjà parce qu'on peut avoir une corde plus longue que qu'on peut espérer avoir avec une chaîne en termes de longueur. Après, anecdotiquement, on gagne un tout petit peu de poids parce qu'il faut savoir que la ceinture au global, une ceinture Rogue, ça fait 1,3 kg. Bon, il y a une partie qui est la ceinture et quand même une bonne partie qui est la chaîne. Donc, tu peux potentiellement gratter entre 500 grammes et 1 kg en mettant une corde plutôt qu'une ceinture. Et ça, c'est pas compris dans le poids total que tu liftes en compétition. Donc, en vrai, tu peux réellement gratter 500 grammes à 1 kg. Et également, c'est, je trouve, un petit peu plus rapide à setup le fait d'utiliser une corde qu'une chaîne, parce que la corde, elle va être plus légère. Et du coup, elle va être plus facile, grosso modo. Il y aura moins de friction pour la rentrée dans les trous des disques qu'on veut utiliser pour lift. C'est moins un souci si on utilise des kettlebells. Mais voilà, c'était la petite parenthèse ceinture. Testez différentes ceintures, mais il vous en faut une avant toute chose solide, confortable. Et si elle est solide, a priori, elle devrait être durable. Après, c'est pas un souci si votre chaîne pète, vous pouvez la remplacer. Le plus important, c'est la partie vraiment tissu cousu de la ceinture, quoi, la partie qui sera sur votre bas du dos. Grosso modo, la référence, on n'est pas sponsorisé, mais on aimerait, c'est la ceinture de chez Rogue Vitesse. Donc la marque de CrossFit, grosso modo, Rogue. Ouais, je sais pas, j'ai changé un peu là-dessus. D'ailleurs, enfin, la Rogue, c'est vrai que j'avais toujours entendu du bien de cette ceinture. J'ai jamais vraiment expérimenté. Mais récemment, l'année passée, il y a deux ceintures qui ont vu le jour et sont vraiment très sympas. C'est celle de Mika Schulz, donc King of Weighted. Il a la ceinture King of Weighted Belt. Donc là, c'est un modèle justement avec une corde d'escalade plus légère.
Je pense que le petit bémol, c'est la longueur, qui est un peu courte, et donc je pense qu'il faudrait l'allonger, mais je ne l'ai pas expérimenté non plus, parce que j'ai choisi le camp opposé, la Gornation. Donc la Gornation ont vraiment sorti une super bonne ceinture, très très confortable, très longue, avec 3 mousquetons, et qui porte 1000 kilos, 1 tonne a priori. Donc je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de faire son dips à 1 tonne, mais peut-être qu'un jour ça arrivera. Donc, cette ceinture est très très bien aussi. De nouveau, il manque peut-être un petit mousqueton ou deux. Je pense que celle-là, par contre, est un peu plus lourde. Je ne l'ai pas pesée, mais en tout cas, d'expérience, je l'aime beaucoup. Et donc, c'est l'avantage aussi d'avoir 3 mousquetons, c'est qu'on ne doit pas en rechoper un et qu'on peut aussi fixer les 2 anneaux ensemble. Ce qui est aussi intéressant lorsqu'on fait des dips, c'est de fixer les 2 mousquetons du haut ensemble pour pas avoir d'asymétrie à ce niveau-là, d'avoir un côté de la ceinture plus bas que l'autre, par exemple, et d'avoir des poids qui penchent. Donc ça, c'est important aussi. Donc d'avoir des poids bien verticaux. Donc voilà, petite parenthèse pour les ceintures. Donc on vous laisse le choix entre ces trois marques. Et si une de ces 3 marques veut nous sponsoriser le podcast, ben on est d'accord. Ou alors les 3 à la fois, en même temps. Ou les 3 à la fois. Donc voilà. Pour les dips, pour l'hypertrophie, on peut reparler peut-être un peu de technique, juste la petite nuance par rapport à un autre dips. Je pense que pour l'hypertrophie, un facteur assez important, ça sera peut-être l'amplitude. Donc pour un dips de compétition, on va s'arrêter avec le delta post en dessous du coude. Donc on va dire à la parallèle, légèrement la casser pour être valide. Pour l'hypertrophie, je pense que ça peut être intéressant d'aller un peu plus bas et parfois d'utiliser un peu plus ce stretch, cet étirement du pectoral. Donc peut-être là l'ouvrir un petit peu plus en bas du mouvement. Parfois, il y a une bonne variante que j'aime utiliser, c'est de toucher la barre avec ses épaules en bas. Donc là, il y a une grosse amplitude. Maintenant, il ne faut pas que ce soit douloureux non plus. À voir si c'est productif aussi, mais juste pour l'hypertrophie, il y a un des facteurs qui est important dans l'hypertrophie, ben, c'est parfois la variation d'exercice. Donc même sur un exercice donné que vous faites régulièrement, si vous faites souvent du dips pour optimiser votre force et que vous implémentez les dips pour l'hypertrophie, ben, juste le fait d'aller chercher une technique un peu différente peut vous faire gagner plus de muscles que ce que vous auriez pu faire par avant. Et donc voilà, ça peut être intéressant. Plus d'amplitude et peut-être un étirement un peu plus grand. Peut-être une inclinaison du tronc un peu différente. Hein, ça peut être aussi un facteur de variation ou une prise différente, plus serrée, plus écartée. Donc voilà, c'est dur aussi d'analyser le meilleur dips pour l'hypertrophie, mais c'est des petites nuances qu'on peut apporter quand vous utilisez ce dips dans ce but-là, et évidemment un nombre de reps plus important que pour la force. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi pour les dips pour l'hypertrophie? Peut-être parler du fait qu'on peut les faire aux anneaux là par contre, parce que en fait, dans les compétitions de street lifting, c'est toujours au bar parallèle en fait, ou alors sur des barres en V, mais bref, au bar. Et du coup, pour l'hypertrophie, c'est peut-être là qu'on peut se permettre plus de variété au niveau de l'équipement qu'on utilise. Donc potentiellement d'utiliser les anneaux. Ce qui va être bien avec les anneaux, ça va être que vous allez pouvoir vous lester avec moins. Donc si vous avez, vous, accès à moins de poids, voire pas de poids, vous serez quand même en mesure de faire des séances d'hypertrophie productives en utilisant des dips. D'autant plus parce qu'en plus, pour l'hypertrophie, on peut aller taper dans des fourchettes de reps bien plus hautes que pour la force. Et du coup, le combo de pouvoir s'autoriser des fourchettes de reps plus hautes en ayant un exercice qui est plus difficile à une charge donnée comparé aux dips au bar parallèle, ça fait les dips aux anneaux un bon exercice d'hypertrophie avec très très peu d'équipement. Après, est-ce que le fait d'avoir à stabiliser davantage sur des dips aux anneaux que sur les dips au bar parallèle, est-ce que c'est plus productif pour l'hypertrophie? Ça, c'est encore incertain. Je pense pas que ça soit tout à fait le cas. Je pense que ça reste une bonne variante, mais on ne peut pas affirmer que le besoin de stabilité active réellement plus les pectoraux et que ça résulte également en une meilleure hypertrophie des pectoraux. Parce que globalement, anecdotiquement, les gens ont tendance à un petit peu mieux ressentir leurs pectoraux sur des dips aux anneaux que sur les dips aux barres parallèles. Les dips aux barres parallèles, peut-être que c'est un poil plus dominant triceps. Et encore, tiens, je me demande s'il n'y avait pas déjà eu des études sur ça. Ce sera peut-être aussi la rotation interne quand on fait un dips aux anneaux, parfois, quand on sera en bas du mouvement,
on va créer une petite rotation interne, ce qui peut peut-être aussi expliquer cette activation. Alors, je me posais la question si j'avais déjà vu, je crois que ça a déjà été fait, hein, un comparatif EMG entre du développé couché halter et du développé couché à la barre, et du coup, par extension, savoir si ça pouvait être comparable à la différence qu'on pourrait potentiellement voir entre des dips aux anneaux et des dips aux barres parallèles. Mais je n'ai pas les données en tête. C'est à creuser. On va devoir faire l'étude sur nous-mêmes. Puis au dips aux anneaux, il y a aussi la variante d'écarter un peu plus en bas du mouvement. Il faudrait faire les dips bulgares. Là, en général, vous allez quand même relativement bien le sentir aux anneaux, sur vos pectoraux surtout. Ok, on attaquera la partie programmation. Ouais, programmation. Alors, programmation pourquoi d'abord force, hypertrophie, de quoi allons-nous parler? On va parler principalement de la force ici. Sur les jours, on va taper des PR. Parce que pour l'hypertrophie, on peut se permettre beaucoup de fourchettes de rêves différentes. On peut faire beaucoup de volume en dips et moins sur d'autres mouvements ou l'inverse. Bon, alors, programmation pour les dips pour la force. Alors, pour la force, évidemment, la spécificité est extrêmement importante. Donc, si on veut progresser en force, en dips, on va devoir pratiquer le mouvement sur lequel on veut devenir meilleur, c'est-à-dire évidemment nos dips ST à une intensité assez proche de notre ARM, donc des fourchettes de rêve assez basses, mais pas que ça. Et aussi et surtout, réaliser notre mouvement sur l'équipement sur lequel on aura à performer en compétition. Parce que vous aurez beau faire énormément de dips, si vous les faites pas lestés et aux anneaux, ça n'aura pas le même transfert que si vous réalisez la plupart de votre volume lesté exactement sur les barres sur lesquelles vous allez performer en compétition. Donc pour la force, la spécificité est importante. Donc on cherchera à avoir idéalement chaque semaine d'entraînement du lourd en dips sur vos barres parallèles. Après, selon la phase dans laquelle vous êtes, vous n'allez pas avoir toujours beaucoup de volume sur des singles ou des doublés et des triplés sur votre mouvement de compétition. Bon, on n'est pas là pour parler de périodisation, mais je voulais commencer en mettant le point sur la spécificité. Pour être capable de dipser lourd, vous devez vous mettre à l'entraînement à dipser relativement lourd par rapport à votre niveau actuel. Après, en termes de volume, évidemment, vous allez commencer assez bas et vous verrez selon vos capacités de récupération jusqu'où vous pouvez aller. Encore qu'on ne va pas toujours chercher à se mettre un maximum de volume dans la gueule, mais ça peut être une bonne idée de commencer avec un volume assez restreint, peut-être 6 à 8 séries au minimum vraiment au tout début. Si vous commencez sérieusement les dips ST, répartir un minimum 2 séances par semaine et au fur et à mesure, selon la façon de vous récupérer, plutôt naviguer vers les 10, 12, 15 séries. Évidemment, votre capacité à récupérer vos dips dépendra aussi du volume d'entraînement que vous avez sur vos autres mouvements de poussée. Petite parenthèse également sur l'ordre de vos exercices. Vous devriez mettre le mouvement sur lequel vous cherchez le plus à progresser en début de séance. Alors, des données que l'on a sur l'ordre des exercices, eh bien, l'ordre des exercices, c'est bien plus important pour la force que ça l'est pour l'hypertrophie. Donc, placez en priorité vos séries lourdes sur les mouvements sur lesquels vous cherchez à devenir meilleur. Là, on parle des dips, mais ça s'applique sur tous les autres mouvements. Et ensuite, pour l'hypertrophie, l'ordre exact de vos mouvements sur votre séance est moins important. Donc, si votre but principal, ce n'est pas les dips, c'est le bench, mettez votre bench, votre développé couché, avant les dips. Il n'y aura pas de souci, vous ferez des meilleurs gains sur votre bench que sur les dips. Mais en l'occurrence, si votre pratique, c'est le straight-lifting, eh bien, on doit le voir dans vos semaines d'entraînement. Et les dips doivent être priorisés ou alors mis sur un point d'égalité avec vos autres lifts. Je suis parti un peu loin, mais je répète, vous devez dipser lourd, relativement lourd, chaque semaine. Après, selon la phase où vous êtes, ça pourrait être un volume plus ou moins conséquent. Commencez par 6-8 séries si vous débutez au dips. Et au fur et à mesure que vous récupérez correctement, que particulièrement vous tenez bien la route, vous pouvez vous permettre d'augmenter un petit peu votre volume. Mais pour la force, c'est avant tout l'intensité absolue qui va compter. Donc assurez-vous d'avoir des séries lourdes de dips dans votre semaine. Ça peut être des singles, des doublés, des triplés, jusqu'à du 5. D'ailleurs, si vous débutez, vous ferez des très bons gains de force, même sur les séries moyennes, peut-être de 5 à 10. Et plus vous allez être avancé, plus il va s'agir de toucher à des charges lourdes
aussi en charge absolue que en intensité relative. Clac, clac, clac. Quoi d'autre? Spécificité, donc réalisez vos mouvements avec la ceinture que vous allez utiliser en compétition. Réalisez vos mouvements sur le type de barre que vous allez utiliser en compétition. Et du coup, pas sur les ados, même si une partie de votre volume peut être fait en bonus sur les ados, et ça sera plutôt du travail de fond, d'hypertrophie, qui secondairement aura un impact bénéfique sur la durée, sur vos dips lestés bien sûr, mais ça ne doit pas être le cœur de votre entraînement. Bah, C'était pas du tout structuré, donc tu as certainement des choses à rajouter, Alexandre. je suis assez d'accord. Tu as quand même bien expliqué ça, hein, vraiment. Ça, c'est un peu les principes de la force, tout simplement. Euh, En concret, qu'est-ce qu'on peut faire pour progresser en dips? Donc, je pense que la technique est toujours un des fondamentaux pour progresser en force. Donc, la force, c'est de la technique. Enfin, c'est un skill. Il faut être spécifique et souvent, ce qu'on va observer, hein, par exemple, avec beaucoup de personnes qui ont déjà qui dipsent déjà, ben, c'est toujours des points faibles, des lacunes ou une tendance à soulever beaucoup et à avoir certains défauts sont récurrents. Et donc, notamment dans la programmation, ce qui sera intéressant de faire, c'est certes soulever lourd, mais ça sera quand même diminuer les charges de travail pour pouvoir peaufiner ces points clés techniques. Donc c'est vraiment un truc que j'ai observé avec pas mal de personnes, c'est que souvent, ben, par exemple, on voit que les jambes sont pas bien placées, qu'il y a une grosse ouverture en bas du mouvement directement, que le dips descend trop vite. Donc pour ça, ça sera intéressant dès le début de votre incorporation dans votre macrocycle, par exemple, de, de directement travailler et tacler ce point. Et pour ce faire, ben, il faudra quand même pas mal diminuer les charges, parfois presque aller à 50% de votre RM en moins, presque, à part si vous êtes déjà très expérimenté et que votre technique est déjà assez au point. Par exemple, si votre RM en dips est de 60 kg, ben là, enfin, ça ne sera pas le 50%, mais vous pourrez directement travailler avec des charges de 30 kg. Il ne faudra vraiment pas hésiter parce que aussi, il y a le poids de corps qui rentre en compte. Il faudra avoir aussi le RPE. Et puis aussi, des grosses variations individuelles, je trouve, dans l'endurance en dips. Ça, c'est encore un point à prendre en compte. C'est des mecs, ils auront un RM de 60 kg, mais ils vont faire presque 10 reps à 45, par exemple. On l'observe sur d'autres mouvements aussi, hein. Mais la fourchette est plus petite que sur un développé couché, enfin, sur d'autres exercices aussi, notamment avec le poids de corps, et d'autres qui ont un RM à 60 kg, mais qui vont faire à 45, 3 reps, quoi. Donc, c'est nouveau, important à prendre en compte dans vos programmes. Donc c'est de nouveau très individuel aussi, mais ça on en parle pas mal dans d'autres podcasts avec des mecs plus endurants, plus forts. Mais bref, ça va peut-être vous aider aussi dans votre charge de travail à trouver la bonne charge pour travailler en technique. Donc technique, corriger la position du bas du corps, vraiment ça c'est vraiment hyper important. Je pense que c'est un des points les plus importants presque, c'est d'avoir la meilleure position dans le bas du corps, dans le gainage, donc vraiment essayer de garder la tension dans les abdos, ça on l'a peut-être pas mentionné dans la technique, mais ça va être vraiment corriger la trajectoire. C'est comme en squat, quand on travaille, si votre squat, sur votre squat, votre barre, elle part en avant, trop en arrière, sur le côté que vous êtes asymétrique ou quoi, ça sera un des premiers points. Même sur le dips aussi, filmez-vous de dos pour voir si vous descendez plus d'un côté ou de l'autre. Si vous avez une épaule plus basse que l'autre, de profil pour voir si votre poids ne balance pas trop. Ensuite, il y aura l'activation, donc essayer de conserver la fermeture. Je pense que même si vous êtes à l'aise avec l'ouverture et c'est une technique qui vous correspond lors de la poussée, essayez de vous focus sur travailler plus léger, mais garder cette fermeture. Ça vous aidera aussi à éventuellement même créer un peu plus de pectoraux, à conserver cette fermeture plus longtemps et à ouvrir à un moment peut-être plus optimal, même si au début ça va vous paraître beaucoup plus difficile, inconfortable. Passer du temps à essayer de garder cette fermeture lors du début de la poussée, si vous ne l'avez jamais fait avant, ça peut clairement valoir le coup d'entamer votre macrocycle ou votre préparation de compétition comme ça. Surtout que vos charges seront plus légères, que vous allez optimiser tout ça. Donc, ça peut vraiment valoir le coup de le faire. Une bonne manière de faire ça, c'est par exemple faire du pause rep. Donc, vous êtes en bas,
faire de la pause. En plus, la pause aura beaucoup de points positifs, hein, même si enfin, les variantes de pause sont parfois discutables aussi parce que vous allez peut-être perdre un peu de tonnage, d'autres choses, mais globalement, quand vous êtes loin de la compétition, la spécificité sera moins importante. Vous pratiquez quand même du dips, vous allez avoir une charge de travail moins élevée, donc une moins grande fatigue, vous allez peut-être pouvoir mettre peut-être plus de volume, ça dépendra aussi des variantes que vous allez faire. Parfois la pause, parfois du tempo aussi. Peut-être que si vous descendez trop vite, ben, mettre beaucoup de tempo, surtout sur la descente, ça va être important. Parfois du tempo sur la montée, si vous avez justement du mal à garder ce poids bien dans l'axe ou qui part trop vers l'avant de nouveau. Donc voilà, ça sera trouver les bonnes variantes pour corriger ces points clés. Et ensuite, ben, au plus votre technique va se peaufiner, au plus votre cycle va avancer, ben, les charges vont monter naturellement d'elles-mêmes. Et prenez vraiment le temps de bien fixer cette technique, quitte à garder la même charge assez légère. Gardez beaucoup de reps en réserve au début, c'est hyper important. Et puis, ben, quand la technique commence à se fixer, là, vous pouvez quand même monter les charges. Euh, Au niveau de la fréquence, hein, sur le dips, c'est toujours discutable, hein, mais à partir, idéalement, pour progresser en force, quand même bien 2 fois semaine. Et parfois, on peut quand même monter un petit peu plus, surtout si vous avez une bonne récupération. Enfin, c'est toujours individuel aussi, comment vous matchez votre nombre de séries par semaine. Et puis, si vous utilisez certaines variantes aussi, par exemple, si vous faites une périodisation ondulatoire avec un jour lourd et un jour léger ou technique, mettons, par exemple, vous aviez déjà une très bonne technique à la base et là, vous voulez utiliser une variante un peu plus différente pour onduler sur la semaine, ça peut se faire aussi. Et à partir de ce moment-là, ben, vous pouvez progressivement monter les charges, éventuellement utiliser des ramping sets, des top sets, des techniques d'intensification un peu plus propices à la force, et vous diriger vers des singles. Et au niveau du volume, ça sera toujours très individuel aussi. Pour progresser en force, on sait qu'un faible volume peut vous aider. Euh, et puis, un point qui sera important dans votre programmation, ça sera les exercices d'assistance. Par exemple, si vous avez fait des dips lourds depuis 1 an, ben, ça sera peut-être intéressant de éventuellement mettre même le dips un peu sur le côté, d'être un peu moins spécifique par moment. Et par exemple, d'utiliser du bench, par exemple, ou de l'overhead press. Si vous avez beaucoup de lacunes là-dedans, parfois on voit des gens qui sont très spécifiques en dips, mais qui ne sont pas très forts sur d'autres mouvements. Et ça peut être le temps aussi de corriger ce point-là. Par exemple, en off avec Morgan, on parlait aussi du bench. Hein, tu as passé un bench à 110, je suis sûr, c'est pour ça aussi que tes dips à 60 kg ici en début sont très beaux et très passés, et sont quand même bien passés, même en les incorporant directement. Et moi-même, ici, dans mes programmations, j'étais un peu coincé sur mon dips à 90-95 kg. Et malgré toute la technique qu'on avait fait, j'aurais peut-être pu passer plus parce que voilà, c'était des choses. Mais du coup, on avait pratiqué du dips quasiment pendant 6 mois, 7 mois. Pour changer, j'ai juste mis du dips en maintenance, donc avec un très faible volume. Donc je faisais 2 séries, 2 singles par semaine, avec un petit 2x2 à 60% de mon RM, par exemple. Donc c'était très léger. Et à côté de ça, j'ai juste fait beaucoup de bench. Euh, enfin, encore beaucoup, hein, de manière modérée. Et juste avec ce type de programmation, le DIPS a monté aussi. Maintenant, voilà, c'est une étude de cas, c'est rien de très prouvé, mais on voit beaucoup de corrélations quand la technique est bien maîtrisée entre le bench et le dips. Et parfois, ça peut être aussi intéressant de cycler les 2 exercices, notamment pour faire de la variation. Parce que parfois, quand on pratique trop longtemps un lift, c'est intéressant aussi de se recycler. De nouveau, donc si vous avez déjà fait beaucoup de dips aussi, en incorporant les pauses et en travaillant sur vos techniques, ça va déjà clairement faire la différence. Donc clairement, la chose numéro 1, ça va être optimiser la technique et puis progressivement monter en intensité et continuer à progresser, et aller chercher des petits maxi qui peuvent être intéressants pour vous. Voilà au niveau de la programmation. Ouais, je suis d'accord. Je resurligne l'importance de mettre des variations. Alors, c'est pas non plus plus de variations, plus de variations est toujours mieux, mais les types, ça peut rapidement être
dur particulièrement à tenir, beaucoup de volume. Du coup, ça peut être intéressant. Moi, particulièrement, je mettrais les dips en tempo et les dips posés, qui vous permettront quand même de les rendre bien challengeants et bien productifs, avec moins d'intensité absolue que ce qu'on aurait avec simplement un tempo classique, lourd et assez explosif. Donc sur la durée, c'est assez important, je pense, je trouve, pour mitiger les petits inconforts et les potentielles blessures, c'est important d'ajouter du tempo, des fourchettes de reps même plus hautes, parce qu'on n'a pas besoin de faire à l'année du 1 à 3 reps en dips pour continuer à progresser de façon durable. Donc pensez à ajouter du tempo, surtout sur l'excentrique, du posé. N'hésitez pas à taper des fourchettes de reps un peu plus hautes. Et comme disait Alexandre aussi, à par moment, non pas délaisser totalement vos dips, mais réduire un peu votre fréquence et votre volume de dips au profit de d'autres mouvements de poussée qui, sur la durée, feront aussi du bien à vos dips. Donc ne faites pas que des dips, ne faites pas que des dips lourds, explosifs, des séries à haut RPE, parce qu'en plus, avec l'avancée de la fatigue, c'est aussi ça qui va provoquer des blessures aiguës. Donc, faites pas trop les cow-boys, utilisez des variations, mais commencez par les choses basiques. Commencez par les choses basiques et au fur et à mesure que vous ajoutez du volume, chaque incrément supplémentaire de volume que vous allez ajouter devrait venir un peu plus de variation que de vos dips classiques. Je m'explique. Vous commencez à dipser, moi, je vous recommande de commencer par 3 à 8 séries par semaine. Et ensuite, si disons que vous décidez d'ajouter 6 séries de dips, peut-être que vous allez en ajouter 3 classiques et 3 d'une autre variante. Si vous décidez de rajouter 10 séries de dips dans votre programme, peut-être que vous allez en ajouter 4 classiques et 6 d'autres variantes que vos dips de compétition. Pour mitiger potentiellement le risque de blessure, même si évidemment on n'a pas de données sur ça, quoi. C'est juste anecdotique, une supposition, une réflexion éduquée, mais j'ai pas de méta-analyse pour vous dire que vous vous blesserez moins en faisant des dips en tempo ou des dips posés. Mais ça fait sens selon moi par contre. Trop de dips, tu le dips. Voilà. Ne vous faites pas mal. C'était un petit exemple de programmation. Voilà. Je suis assez d'accord avec ça. Voilà, les programmations pour la force, c'est toujours c'est un énorme sujet. On pourrait aussi parler des épisodes entiers de programmation pour la force. C'est juste les grandes lignes pour le DIPS, spécifique au DIPS, qu'on a pu souligner ici. Je pense qu'on a fait le tour du DIPS. On a fait le tour. Je ne sais pas combien d'heures de podcast on a fait. On doit être dans 1 heure après. On arrive à l'heure, je pense. Hein. Eh bien, je crois que c'est tout. Encore une fois, si vous avez des questions, mais normalement, vous ne devriez pas en avoir, parce qu'on espère avoir fait un podcast complet, eh bien, vous pouvez nous les poser en commentaire du podcast. Et on se revoit très bientôt pour un autre épisode du type. Le prochain, c'est quoi? On se fera le squat? On se fera quoi? On pourra faire le squat. Hein. On pourra certainement faire le squat. Voilà, je consulterai mon co-hôte du podcast. Et s'il veut bien, je le réinviterai pour le prochain épisode. C'était l'épisode 37 du Calisthenics Science Podcast. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles aventures calisthéniciennes. À bientôt.